Ce qui fait l'actualité en Côte d'Ivoire, Damana Picasse, qui est vice-président du Conseil stratégique et politique en charge de la mobilisation de la jeunesse et de la fête de la Renaissance au sein de votre famille politique. Il a été condamné à 10 ans d'emprisonnement assorti d'une interdiction de séjour de 5 ans sur le territoire ivoirien, excepté sur son lieu de naissance et de travail. Je rappelle qu'il est reconnu coupable d'atteinte à la sûreté de l'État. Comment vous avez accueilli cette condamnation? Oh ben, vous savez, M. Gueye, vous savez que nous sommes habitués à ces genres de complots. C'était un procès politique. Donc ce sont des condamnations politiques qui rallongent la liste des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Donc M. Ouattara se trompe d'époque, c'est tout. Il se trompe d'époque parce que M. Ouattara n'a pas encore compris que dans une république, un prisonnier politique ne casse pas un homme politique. Au contraire, ça le construit. Je prends pour preuve le président Laurent Gbagbo, qui l'a ramené à la CPI, 10 ans après, revient en Côte d'Ivoire, et malgré qu'il ait passé tout ce temps hors de la Côte d'Ivoire, crée un outil politique, et aujourd'hui, Ouattara a peur de l'affronter. Le président Laurent Gbagbo aussi est frappé par une condamnation de 20 ans de prison ferme, comme plusieurs politiques de gauche en Côte d'Ivoire. Mais je dis que Ouattara nous démontre qu'il n'est pas démocrate. Ouattara nous démontre qu'il ne peut pas battre Laurent Gbagbo, notre candidat, en 2025. Et je voudrais vous rassurer, comme Gbagbo l'a dit à Makori, Ouattara est provisoirement au palais de la République de Côte d'Ivoire. Comme tout président qui doit passer à l'exercice en principe. Bah oui, bien sûr, parce que Ouattara est en train de démontrer qu'il est incapable. Mais c'est assez fort parce que ce que vous dites, parce que moi je vous interroge sur la condamnation judiciaire, vous faites référence directement au président. C'est comme pour dire qu'il n'y avait pas d'indépendance judiciaire en Côte d'Ivoire. Mais non, vous avez vu comment j'ai attaqué le sujet. Oui, donc il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Le juge a dit ce qu'on lui a demandé de dire. Un procès politique, c'est ça. Il s'appuie sur les réquisitoires du procureur qui dit, je le cite, il évoque un groupe de personnes qui n'ont jamais accepté la défaite électorale de 2010 et qui ont décidé de tout mettre en œuvre pour renverser le régime en place en utilisant tous les moyens illégaux. Oui, mais la justice est un tribunal des preuves. Les preuves n'ont pas été données et Maître Jonas Zadi, l'avocat de Picasse, l'a si bien démontré. Et je confirme cette étape n'a pas été vidée. Il est bien acquitté des charges de détention d'armes de guerre aussi, donc pour clarifier vos propos. Bah oui, donc je ne vois pas un tribunal comme ça où on peut condamner des gens à 10 ans de prison ferme. Il faut quand même des preuves. Parce que ce sont les preuves qui sont qui fondent la justice. Mais je dis là que un procès politique, le juge répète ce qu'on lui a demandé de répéter. Et c'est ce qui s'est passé dans le procès du camarade de Damana Picasse. Mais il va s'en sortir. Il n'a que quelques temps. Il a fait appel de la décision. Donc, Oui, il a fait appel de la décision. Mais en même temps, vous savez, un procès politique, ce n'est pas un procès normal. Donc, Ouattara veut atteindre un objectif. Lequel, justement? Voilà, pourquoi est-ce un acharnement selon vous? Non, mais ça, Ouattara ne peut pas gagner des élections normales. Mais certains vous diront qu'il est en poste depuis 15 ans, donc il a la majorité, il gouverne tranquillement. Pourquoi il est obligé de vous poursuivre judiciairement? Nous allons de ville en ville. Nous allons de quartier en quartier pour plaider en faveur d'une élection juste, transparente et inclusive. Si Ouattara est populaire, il est majoritaire sur le terrain, mais qu'il crée les conditions d'une élection normale, et puis on va voir dans les urnes, c'est de ça qu'il a peur. Mais comme il est habitué à venir au pouvoir par le désordre, il veut créer des conditions d'un désordre, mais on ne tombera pas dans ces pièges. Parce que j'aimerais qu'on lise ensemble la déclaration. Voilà, la qualité d'homme politique ne constitue pas une immunité. Tant que la sécurité de l'État est menacée, je vais réagir avec la dernière énergie. Merci Romain pour cette image. C'est le procureur qui l'a dit hier, Pascal. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit toutes les paroles du procureur aujourd'hui sont des paroles qu'il répète. Parce que c'est un procès politique. Dans un procès politique, ce n'est plus le droit qui parle, mais c'est plutôt la politique qui parle.
Voilà. Voilà pourquoi j'ai dit que tout ce que le procureur peut dire aujourd'hui est une chose qu'il répète, qu'il saisit. C'est un procès, j'ai dit c'est un procès guidé. Donc quand un procès est guidé, on ne peut pas prendre en compte les paroles du procureur. Mais j'ai dit que l'étape des preuves n'a pas été vidée de son contenu parce que jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent pas prouver que Damana Picasse avait tout ce qu'il faut pour faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez eu des contacts avec le concerné ces derniers jours? Mais pour l'instant, il est injoignable. Vu l'entourage, vu tout ce qui se passe. Il ne fait pas l'objet de mandat de dépôt, hein, il est encore... Non, il n'a pas. Ouais, il est chez lui, il est chez lui. Mais bon, c'est ce qui est triste. Ce qui est triste. Mais de toute façon, ce procès-là, nous, on connaissait déjà le résultat. On connaissait déjà la décision qui allait être prise. Damana Picasse était fait de lance de la résistance que nous sommes en train de mener. Mais en même temps, ils oublient que Gbagbo, quand il crée une pièce, il crée une deuxième pièce conforme. Et le combat va se mener jusqu'en octobre pour que Gbagbo soit au palais. C'est ce qu'il faut retenir. C'est ce que l'histoire de la Côte d'Ivoire retiendra. Et suite à cette condamnation, à cette décision qui est suspensive actuellement, quelle initiative compte prendre le PPACI en Côte d'Ivoire, au niveau de votre bureau de politique nationale et ici en France, à votre niveau? Bon, ici en France, où je peux dire les choses sans consulter quelqu'un, nous nous préparons. Nous nous préparons à donner de la voix. On sait si bien le faire, on connaît les rues de Paris, on connaît les rues européennes. Nous sommes en concertation avec toutes les représentations PPACI France en Europe pour voir comment on réagit. Mais on réagira de façon énergique et pour que cette situation-là change. Et pour nous, ça va changer. Et au niveau d'Abidjan aussi, je crois que le président Gbagbo lui-même étant sur la place, en ce moment, il passe de quartier en quartier à travers le Kokoko, c'est Gbagbo, pour demander aux militants de se préparer pour qu'on parte aux élections en 2025 et en octobre prochain pour gagner Ouattara. Il va être candidat, mais ils hésitent. Est-ce que vous voyez, depuis que nous sommes à 7 mois des élections, le RHDP organisé un meeting de campagne. Il y a des appels à candidature, hein. Ils souhaitent que le président Ouattara se présente à nouveau. Ils ne sont même pas en campagne. Eux, ils sont en train de creuser des tranchées pour un bon pour confisquer le pouvoir d'État, mais ça ne marchera pas. Le président Laurent Gbagbo a dit que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Justement, parlant du président Laurent Gbagbo, comment il va? Mais très bien. Vous l'avez vu à Makori. Notre candidat est très bien en forme pour diriger la Côte d'Ivoire. Il a demandé qu'on lui donne un mandat pour fixer les clous de la République. Ce mandat-là, nous allons le lui donner en octobre prochain. Donc, nous, on n'a pas d'inquiétude. C'est ceux qui sont dans les tranchées qui ont des problèmes. Parce qu'on leur demande de venir dans la République. La République est adossée à des élections démocratiques. C'est ce qu'on leur demande. Revenez dans la République pour qu'on organise des élections claires, démocratiques, transparentes, inclusives, pour que celui qui a gagné ait gagné. On voit un président se déployer un peu à Djamé, Makori et je crois ce week-end à Cocody. Ce week-end, nous sommes à Cocody pour continuer à galvaniser les Ivoiriens. Parce que nous voulons aller à des élections démocratiques que le président Laurent Gbagbo va gagner. Le RHDP en face, et il prépare autre chose. On ne les voit pas en meeting. On ne les voit même pas. C'est la stratégie, Pascal. Maintenant, les meetings démocratiques, en démocratie, ce sont les meetings. Mais si vous partez tout en campagne, eux, ils sont sereins peut-être. Ils attendent. Ils ne peuvent pas être sereins. Ah ouais? Un parti aussi minoritaire. Majoritaire à l'Assemblée nationale, ils ont. À l'Assemblée nationale, je l'ai déjà dit sur ce même plateau, qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale par la faute d'un découpage électoral qu'ils ont taillé sur mesure pour qu'ils soient majoritaires. Et même ils le savent. Ils savent qu'ils ne sont pas majoritaires à l'Assemblée nationale. Mais ils le sont parce qu'ils ont fait un découpage électoral à leur faveur. Mais aux yeux de la loi, ils sont majoritaires aujourd'hui, Pascal. Oh, oui, mais c'est ça. Aujourd'hui, qui fait la loi en Côte d'Ivoire? La loi, c'est eux. Ben oui, parce qu'ils sont majoritaires. Voilà, non. Ils font la loi parce qu'ils font la loi du plus fort. La preuve de ces condamnations farfelues qui n'ont aucune assise juridique. C'est ça. Lorsqu'on peut manipuler la justice, ça veut dire qu'on peut tout manipuler. Regardez la CEI aujourd'hui. Lorsque nous demandons à la CEI que chaque année, il est prévu une révision de la liste électorale.
et que le budget de 27 milliards a été déjà voté par l'Assemblée nationale et le Sénat, ils disent non, on n'a plus assez de temps. Mais quel temps? Nous n'avons pas. Oui, il parle de l'opportunité. Il dit que la loi ne dit pas s'il doit le faire avant les élections ou après. Nous parlons de la CEI. Nous ne parlons pas de l'administration ivoirienne. Oui, mais la CEI est un organe des élections qui doit s'inquiéter du fait de mettre tous les Ivoiriens sur la liste électorale. Justement parce que mais la loi ne donne pas un temps précis pour le faire. C'est ça, c'est ce qu'il dit le président de la CEI, ce qui n'est pas faux. Mais c'est pour ça que j'ai dit que la révision que nous demandons, ce n'est pas une révision de l'administration, c'est la liste électorale. Mais oui, la liste électorale. Voilà, la liste électorale, c'est toujours avant les élections que la liste électorale est importante. C'est avant les élections qu'il ne faut pas écarter des jeunes qui deviennent majeurs, qui sont en âge de voter. Sinon pourquoi ils ont voté le budget? Oui, je ne dis pas le contraire, Pascal, mais ce que le président de la CEI dit n'est pas aussi faux. Le fait que ce ne soit pas mentionné, l'opportunité pour faire la RLE ne soit pas mentionné dans le texte de loi aussi est une faute peut-être du législateur. Ouais, mais donc il peut donner lieu à une interprétation comme on a aujourd'hui. Le président de la CEI n'est pas le ministère de l'Intérieur. Lui, son souci doit être de mettre sur les listes électorales tous ceux qui doivent pouvoir aller voter. Et tant que le texte de loi ne dit pas la période, il est libre de choisir l'opportunité. Non, mais pourquoi c'est lui qui veut choisir l'opportunité? Tous les partis politiques de Côte d'Ivoire qui doivent aller aux élections, tous les députés de l'opposition le demandent. Donc donc il faut modifier la loi. Non, mais la loi, elle est claire. La loi, elle est claire. On crée une liste électorale dans l'intention d'aller aux élections. Quelle élection est plus importante dans un pays que l'élection présidentielle? Donc je crois que ça c'est clair. Mais c'est la mauvaise foi qui les amène à faire le contraire des choses. Mais en 2020, on a révisé la liste électorale en juin et on allait aux élections en octobre. Mais on a encore le temps. Budget voté, si on me disait l'argent n'est pas disponible, on pouvait comprendre. Mais l'argent est disponible. Ça a été voté par l'Assemblée nationale. Ça a été voté par le Sénat. 27 milliards. Après, il n'a pas dit qu'il ne fera pas la RLE, hein. Oui. Mais il a dit qu'il le fera au temps opportun. Non, mais au temps opportun, le temps opportun, c'est maintenant. J'ai dit que la CEI est un organe qui est chargé d'organiser des élections transparentes et inclusives. Son rôle, c'est ça. Donc, son souci doit être de pouvoir enrôler tous les Ivoiriens avant cette échéance-là, qui est importante quand même pour la CEI. Revenons, Pascal, sur le cas du président Gbagbo qui a lancé, lui, sa campagne. Hein. On le voit un peu traverser un peu les communes d'Abidjan. Vous êtes aussi, au niveau du PPACI France, beaucoup mobilisé. Mais toutefois, le président Gbagbo reste inéligible, Pascal. Et octobre, c'est bientôt. On a encore le temps. Nous sommes en février, les élections, c'est en octobre. Vous êtes optimiste? Non, c'est pas un problème d'optimisme, mais on a encore le temps. Et nous disons que notre candidat, c'est le président Laurent Gbagbo en octobre 2025. Et nous y travaillons. C'est ça. C'est un combat pour nous à mener et à gagner. Donc on n'a pas de crainte pour ça. Selon un article de nos confrères de Jeune Afrique, le président Ouattara aurait envoyé plusieurs messagers auprès du président Gbagbo afin de lui conseiller d'éviter, je cite, de créer un environnement conflictuel et de lui faire savoir que la loi s'appliquera en cas de tentative de trouble à l'ordre public. Est-ce que vous avez eu écho de ces échanges? Et si ces propos étaient avérés, comment recevez-vous cet avertissement présidentiel? Il veut nous intimider. C'est de l'intimidation. Mais pour l'instant, je crois que dans une république, dans une démocratie, les meetings ne font pas partie des troubles à l'ordre public. On va en meeting pour aller aux élections. Donc c'est ce qu'on fait, le coco que Gbagbo a organisé pour aller de commune en commune pour dérouler notre projet de société ne sont pas des troubles à l'ordre public. Non, pour l'instant on n'en est pas là. Mais nous demandons à M. Ouattara, puisque c'est lui qui donne l'ordre et la CI exécute, de mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, comme l'a demandé la Cour africaine des droits des peuples, comme l'a demandé l'ONU. Il faut mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale
pour qu'on parte à des élections dans la paix. Je dis bien dans la paix. Vous continuez de clamer qu'il n'y a pas de plan B, plan C, plan Z et tout. Si en octobre on arrive que le président Gbagbo n'est pas inscrit, est-ce qu'il faut s'attendre à un boycott, Pascal? C'est l'option qui est en vue. Nous, on n'est même pas dans tout ça. On n'est pas dans une affaire de plan B, dans une affaire de boycott. Selon nous, nos sources, le président Ouattara n'a pas l'intention aujourd'hui de réinscrire. Ce n'est pas son intention qui compte. Bah, c'est lui qui a le pouvoir d'amnistier. Non. Soit c'est lui ou c'est le député. On amnistie quelqu'un qui est condamné. Gbagbo n'est pas condamné. Bah si, il a fait du cas de la BCAO. Gbagbo, ça reste une condamnation politique, mais ça reste une condamnation aujourd'hui. Il faut reconnaître la condamnation pour qu'elle soit amnistiée. Nous ne reconnaissons même pas que notre président ait été jugé en Côte d'Ivoire. Parce que, vous voyez, une république, ce sont des règles qu'il faut respecter. Une république est adossée à des lois. Le président Laurent Gbagbo est un ancien chef d'État qui ne peut pas être jugé par un tribunal ordinaire. Donc le procès lui-même est caduc. Mais parce que justement, je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui la condamnation est là. Qu'est-ce qu'on fait? Et si octobre 2025 arrive que le président Ouattara n'a pas pu réinscrire, n'a pas réinscrit le président Gbagbo sur la liste électorale, qu'est-ce que le PPACI fera? S'il n'y a pas de plan B, plan Z. C'est pour ça que j'ai dit, en Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait des élections qui vont se passer dans la paix. Ça, c'est votre souhait. Non, ce n'est pas notre souhait. C'est ce que nous disons. Si on veut des élections dans la paix en Côte d'Ivoire, il faut ouvrir la vanne des candidatures pour une élection inclusive. Ouattara lui seul ne peut pas partir aux élections. Il raconte que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale et ses lieutenants sont en train de dire que Thiam n'est pas éligible et Soro est en exil, mais il ne va pas aller sur les élections. Kakabe qu'il avait accompagné n'est pas là, il est ambassadeur quelque part. Donc il n'aura pas pour l'accompagner. Donc nous, ce que nous disons, et là je parle à la communauté internationale, parce que nous sommes en France, et je parle à tous ceux qui sont venus faire la guerre en Côte d'Ivoire en 2011, sous prétexte qu'il fallait imposer la démocratie. C'est à eux que je lance cet appel, que le président Laurent Gbagbo doit être sur la liste électorale, que Guillaume Soro doit être sur la liste électorale, que tous les autres cadres politiques doivent être sur la liste électorale pour une élection inclusive, pour qu'on sache qui pèse quoi en Côte d'Ivoire. En tout cas, celui qui aura le dernier mot sur le président Ouattara, parce que c'est lui qui pourra amnistier. Pascal, quelle est votre réaction sur la polémique au niveau du président du PDC-RDA suite à sa rénonciation de sa nationalité française? Est-ce que vous avez compris tout ce bruit autour là? Bon, vous savez, moi je suis un homme de droit. Et je me dis que le moment venu, c'est le Conseil constitutionnel qui tranchera. Voilà. Le PDCI est un allié. Nous travaillons ensemble. Mais j'ai dit, il faut en Côte d'Ivoire que les règles soient appliquées pour qu'on puisse aller de l'avant. C'est ce que je défends. Je le défends pour nous, je le défends pour les autres. Voilà, c'est ce combat-là que nous sommes en train de mener. Ce débat sur la nationalité, ben, il y a une constitution en Côte d'Ivoire. La constitution tranchera. Mais pour l'instant, je pense que l'opposition doit se mettre ensemble pour délivrer la Côte d'Ivoire otage de M. Ouattara et ses amis. Et en Côte d'Ivoire, le président Ouattara a annoncé en début d'année la rétrocession de la base de Port-Boué, la base qui est occupée par les forces françaises. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? C'est une nouvelle page qui s'écrit dans les relations franco-ivoiriennes, dans le domaine militaire. J'en ris, mais parce que après Macron a dit autre chose à la place, qui contredit ce que M. Ouattara a dit. Ah oui? Voilà. Donc, bon, vous savez, la Côte d'Ivoire et la France sont liés par des accords militaires. Donc, on ne vient pas sur un plateau de télé à l'occasion des fêtes pour parler d'une base militaire qui est chez nous sur le fait d'un accord. Est-ce que l'accord a été dénoncé
J'ai dit non. Allez-y à Port-Boué, vous allez voir que la base militaire française est toujours là. Oui, mais toujours elle change de nom. Mais oui, elle va changer de nom, elle va porter le nom du premier chef d'état-major ivoirien. Bah oui. Mais les forces françaises ne seront plus là, ne vont plus occuper cette base. Après, oui, il y aura des relations dans d'autres domaines. Oui. C'est déjà un grand pas. Oui, ça c'est ce qui est dit. Mais pour l'instant, vous savez, chez nous, quand tu te noies, tu ne cherches pas, tu cherches d'abord à sortir de là. Nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les discours de Ouattara, on n'a plus confiance aux discours de Ouattara. Voilà. Ce sont des discours auxquels lui seul le croit avec ses partisans. Mais pour l'instant, nous sommes engagés dans un combat. Après ce combat-là, à partir d'octobre 2025, on saura bien si la base militaire française est partie ou pas. Mais le dossier, il est là. Voilà. Quand nous-mêmes, on sera là, on saura si la base est partie ou pas. Mais pour l'instant, nous avons un autre problème. Et nous ne voulons pas rentrer dans les dossiers qui peuvent nous amener à la distraction. Voilà. Est-ce qu'on peut aller avec le soutien de la communauté internationale qui était en Côte d'Ivoire en 2011, est-ce qu'on peut aller à des élections transparentes, démocratiques en Côte d'Ivoire en octobre prochain? Voilà nous notre problème. Gbagbo, déporté à la CPI, est acquitté. Le mot acquitté en droit est fort. Voilà. Donc, il est rentré en Côte d'Ivoire, il a créé un parti. Est-ce que le président de ce parti-là, qui est candidat, notre candidat, peut compétir en octobre prochain pour qu'on batte Ouattara dans les urnes, pour que tout le monde nous voit? Une dernière question sur l'actualité ouest africaine. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso ont claqué officiellement la porte de la CEDEAO. Pascal, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle dans l'histoire communautaire ouest africaine aujourd'hui? Est-ce que la Côte d'Ivoire a encore sa place dans la CEDEAO? Il quitte un foyer dans lequel il ne se sent plus bien. Quand ta soeur va se marier, le jour-là, tu es au mariage. Mais quand elle-même, elle ne se sent pas bien dans le mariage, il ne faut pas la forcer à y être. Je pense que c'est une décision qu'il faut saluer. Les pays qui sont sortis de la CEDEAO ont dit des choses pour lesquelles ils sont sortis. Et ces choses-là, pour nous, ce sont des choses valables. Parce que quand tu rentres dans une organisation, c'est pour que cette organisation vienne à ton secours quand il y a besoin. Donc, ils ont quitté la CEDEAO parce que la CEDEAO n'a peut-être pas fait son travail. Je dis peut-être parce que pour l'instant, nous, notre dossier de la CEDEAO est sur notre table. Mais comme on a un autre problème, on ne s'éparpille pas. Ils sont partis. C'est bien une communauté. Il faut être ensemble pour être fort. Ils sont partis. Ils sont pour l'instant 3. Ben, je ne sais pas si ça a arrangé la CEDEAO, je ne sais pas si ça a dérangé la CEDEAO, mais pour l'instant, eux, ils ont dit que ce pourquoi la CEDEAO a été créée n'est plus respecté. Donc, ils s'en vont. Ils sont partis. Ils ont leurs raisons. Quand une femme quitte un foyer, il ne faut pas forcément regarder du côté du mari, mais elle sait, parce que les femmes aiment être mariées, elle sait pourquoi elles quittent. Donc, ceux qui sont partis ont une bonne raison. La CEDEAO n'a jamais résolu un problème en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Jamais. Donc, bon, aujourd'hui, la CEDEAO est là. Le président Laurent Gbagbo est sorti de prison. Il est revenu en Côte d'Ivoire. Et la Cour africaine des peuples, la Cour africaine des droits et des peuples, a demandé qu'on inscrive le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Jusqu'à présent, la CEDEAO n'a pas réagi. La team, en France, tous les militants du PPACI se mobilisent. Et vous venez de voir cette interview. Le représentant du PPACI en France a répondu aux questions du journaliste concernant les échéances politiques qui arrivent en 2025. Les enjeux, le cas de la CEI actuelle qui n'a pas besoin de faire une révision. Le cas également de l'inscription du président Laurent Gbagbo, les condamnations massives aujourd'hui des hautes personnalités de la gauche. Parce qu'il faut préciser qu'aujourd'hui, ceux qui volent les milliards des Ivoiriens sont tout simplement remplacés. Ça veut dire qu'on les retire où ils ont volé et on les met à un autre poste de qualité où ils vont continuer encore à voler. Et pourtant, les innocents, on les arrête et on les met en prison. Tout simplement parce qu'avec des micros, ils peuvent dire haut ce que le peuple pense bas. Ils parlent donc en faveur du peuple et ça énerve les gouvernants actuels. Donc, pour que ça change,
il n'y a pas seulement les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire qui vont faire ça changer, mais il y a aussi la grande diaspora qui suit le président Laurent Gbagbo. Vous avez par exemple vu le site que les jeunes du PPACI ont créé pour que le peuple lui-même cotise pour la campagne électorale du président Laurent Gbagbo. C'est ça. Nous l'avons déjà vu avec Michelle Obama, nous l'avons vu avec Donald Trump, nous l'avons vu avec Joe Biden, nous le voyons partout aujourd'hui. Aucun homme politique n'utilise son argent pour faire la politique. Et tous ceux qui utilisent l'argent pour faire la politique, vous savez très bien qu'à la victoire, ils vont d'abord essayer de se servir. C'est un investissement. Ou encore mieux, ceux qui partent chercher des fonds loin, c'est-à-dire ne prennent pas ces fonds chez leurs concitoyens, bien évidemment qu'à la victoire, ils devront donc rendre ce qu'ils ont eu à prendre ailleurs. Vous avez vu, en 2010, Ouattara a pris ses fonds en France, en Amérique. Bref, la communauté internationale a été là. Et quand il a gagné, voilà, il a tout mis entre les mains. Aujourd'hui, tout est privatisé. Toutes les grandes sociétés, tous les chefs d'entreprise, aujourd'hui, ce sont les étrangers qui sont en train de mener à bien les travaux en Côte d'Ivoire comme si les Ivoiriens n'existaient plus. Donc oui, ce sont ces étrangers qui ont investi un gros paquet sur lui et ils ont pris ça en double. Donc, pour que le président arrive sans devoir quelque chose d'important aux étrangers ou alors à la communauté internationale, il est important que son peuple descende lui-même déposer l'argent de sa caution, que le peuple investisse lui-même sur la campagne présidentielle. C'est seulement comme ça que ce président aura l'obligation de travailler pour le peuple parce qu'il serait arrivé à ses fins grâce au peuple. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo aujourd'hui est en train de faire. Si le peuple arrive à cotiser suffisamment d'argent pour la campagne présidentielle, alors nous aurons la certitude que tout le monde est d'accord pour que le président Laurent Gbagbo soit le futur président de la Côte d'Ivoire. Mais si déjà à ce niveau-là, le peuple n'arrive pas à cotiser, on comprendra qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont besoin qu'il revienne au pouvoir. Donc, c'est très important de participer pour son retour aux affaires en 2025. C'est 5 ans qu'il a demandé, 5 ans pour positionner les clous du changement et les clous d'une constitution que personne ne pourra plus jamais changer. La team, vous venez d'écouter cette vidéo intégrée, dites-moi ce que vous pensez sur votre autre vidéo.